Bienvenue au 32e Salon international du livre de montagne de Passy. Et pour cette matinée, nous avons pensé qu'il était bon de mettre en avant l'œuvre sociale et sanitaire du plateau d'Assy, puisque le thème retenu cette année est celui de l'arc alpin, et tous les pays de l'arc alpin ont été touchés par un fléau qui était celui de la tuberculose. Et dans tous ces pays ont pu être mis en place des sanatoriums pour justement venir en aide aux malades et faire en sorte qu'ils puissent recomposer une vie intellectuelle et sociale dans des lieux protégés. Dans les années troubles de l'entre-deux-guerres, en effet, la tuberculose a fait rage et aucune classe sociale n'a été épargnée. Des sanatoriums ont donc été érigés dans l'urgence, et en montagne, des stations climatiques, comme celle du plateau d'Assy, ont accueilli des personnes contaminées face au soleil et à l'abri du vent. Les soins se sont organisés dans la durée, alors que la vie se recomposait dans l'attente et surtout dans l'espoir. Mais au plateau d'Assy, en particulier, a plané en ces lieux magiques le spectre de la tragédie. Je voudrais que cette table ronde soit dédiée à Anne Taubé, qui a grandi au plateau, qui a travaillé au plateau, qui a monté le centre de rééducation fonctionnelle de Sanselmoz avec son mari, et qui, par la suite, s'est beaucoup impliqué dans l'histoire d'Assy et dans le décryptage du mystère d'Assy. Donc, Anne Taubé était vraiment une figure importante de la commune. Elle a été maire adjointe chargée du patrimoine pendant plusieurs années. Elle a écrit un ouvrage. Et je pense qu'il est important de ne pas l'oublier et de penser à elle très fort aujourd'hui. Alors, pour évoquer cette histoire du plateau d'Assy, nous avons invité Simone Brony, qui a été médecin-chef de l'établissement Tracoutan pendant de nombreuses années, et qui a contribué pendant 30 ans, près de 40 ans, et qui a contribué à la rédaction de cet ouvrage, l'épopée des VSHA, qui est écrit par un historien, Tristan Gaston Breton, et qui a été réalisé à partir des archives de cette fondation. Nous avons Sylvie Le Petit, qui est agrégée de lettres et qui, à partir des lettres de sa grand-mère qui avait été hospitalisée dans un sanatorium dans les années d'avant-guerre, a écrit un genre de roman épistolaire, Jusqu'à mon dernier souffle, qui montre bien comment la vie peut s'organiser entre les soins dans un sanatorium. Et ce livre est d'une véracité assez étonnante. Et ce livre a reçu le prix des lecteurs de la bibliothèque de Passy. Et puis Perrine Lamitique, qui est elle aussi agrégée de lettres et qui a publié un récit dans leur nuit qui retrace la tragédie qui a effacé le roc des Fises et qui a montré que qu'il ne fallait surtout pas oublier ces enfants et ces hommes et ces femmes qui, par une nuit d'avril, ont été emportés par une coulée de boue. Et ce livre est extrêmement émouvant, et on en parlera tout à l'heure, mais je pense qu'on pourrait rendre hommage à Anne Taubé, qui est vraiment la cheville ouvrière de l'histoire d'Assy et qui possédait toutes les mémoires du plateau. Que ce soit sur le plan médical, sur le plan culturel, sur le plan social, je veux dire, elle avait tous les talents pour mettre en évidence la vie dans les sanatoriums et puis aussi l'histoire de l'église Notre-Dame de Toute-Grâce. Bonjour à tous et toutes. Je suis heureuse d'être sur cette table ronde. Je regrette beaucoup qu'Anne n'y soit pas. La dernière fois que j'ai entendu sa voix au téléphone, c'était pour lui demander de venir à cette table ronde. Elle a beaucoup hésité, et finalement elle m'a dit oui. Mais aujourd'hui, elle n'est pas là. Et donc, je souhaite lui rendre un hommage rapide pour tout ce qu'elle a fait, parce que les mémoires d'Assy, la mémoire d'Assy, pendant des années, ça a été elle. Elle nous a quittés le 7 avril dernier, et voici un petit hommage. Yannick, si tu peux lancer le diaporama. C'est fait. Faut diriger le... Attends.
Voilà Anne, la photo choisie par sa famille pour l'hommage qui lui a été rendu à l'église du Plateau pour honorer sa mémoire. Voilà le livre qu'elle a écrit en 2007, Passy, Plateau d'Assy, Montagne magique, l'art inspiré. C'est un petit livre où elle balaye à peu près toutes les choses importantes du plateau. Elle raconte le début de la tuberculose, comment ça s'est passé. C'est un haut lieu de l'architecture sénatoriale. Elle fait aussi une revue de toutes les chapelles. Elle a beaucoup œuvré pour l'église Notre-Dame de Toute-Grâce et son histoire. Et elle a beaucoup œuvré pour que l'église du Plateau d'Assy soit classée monument historique en 2004. Assy a 2 monuments historiques, l'église du Plateau d'Assy et Martel de Janville, qui est inscrit il est équivalent monument historique. Donc pas beaucoup de communes ont 2 monuments historiques. Et il y a 2 établissements qui ont été au patrimoine du XXe siècle, Pracoutan et Guébriant. Donc son petit livre est très bien. Il est séparé en plus des choses que je vous ai dites avec les dessins de son fils Geoffroy, qui est graphiste. Voilà l'église du Plateau, monument historique. Je pense que tous vous la connaissez. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une église magnifique, dédiée aux patients, où toutes les œuvres ont été faites par des artistes gratuitement, et pour la plupart d'entre eux, athées. Elle a aussi œuvré pour faire des rencontres d'Assy. Les premières étaient en 2004, sur les traces de Marie Curie, parce que Marie Curie est morte à Saint-Selmoz. C'est très historique. Elle n'y est restée que 2 jours, parce qu'elle est arrivée porteuse d'une leucémie aiguë, suite à toutes les radiations, et elle est morte avec de la fièvre. Mais c'est resté, Marie Curie est morte à Saint-Selmoz, il y a la promenade Marie Curie, et Anne a fait les premières rencontres d'Assy. Elle a aussi organisé avec Marie Cafteck les 15 glorieuses de l'architecture sénatoriale en 2006. C'était une manifestation européenne parce qu'il y avait des tas d'invités de plusieurs pays européens. Elle est la fondatrice et la présidente du CREA, qui est le club de recherche et d'études sur l'histoire d'Assy. Et voilà toutes ses productions, tout ce qu'elle a produit. Je vous en passe quelques-unes symboliques. Celle-là, c'est la 2e. Elle est symbolique pour nous parce que le dessin qui entoure cette parution numéro 2 est un dessin qui a été fait par les patients de Pracoutan à la main dans un document exceptionnel retrouvé par Edith Prage qui est le miroir d'Assy. Les patients tuberculeux ont fait ça pendant 2 ou 3 ans et ils décoraient toutes les manifestations à la main. Personne n'oubliera Albert Faletti, le dominicain curé du Plateau d'Assy, qui conduisait le car de la SAD pour emmener les enfants, qui les emmenait dans tous les pays où on ne peut plus aller maintenant, comme le Yémen, l'Afghanistan, avec son car. C'est une figure exceptionnelle. Il appartient à la mémoire d'Assy. Et puis, le dernier ouvrage de Créa, fait par Anne, le tout dernier, est celui des 50 ans de la catastrophe du Roc des Fises. Elle en avait déjà fait un il y a 10 ans, pour les 40 ans. Et elle a repris des témoignages, beaucoup de témoignages. Perrine a énormément de témoignages, elle aussi, sur cette catastrophe. Donc c'est son dernier, puisque les 50 ans ont pu être fêtés, enfin célébrés, je dirais, cette année, à cause du Covid, 2 ans après la date normale. Bon, voilà. Merci Anne. On voit bien à travers ce diaporama combien
vie était intense hein, sur ce plateau d'Assy, avec donc une activité intellectuelle qui était importante, et que l'on retrouve tout à fait dans le livre de Sylvie Le Petit, où elle relate les longues journées de ce qui pourrait être sa grand-mère, de son personnage, mais dont elle dit qu'elle est sa grand-mère, qui a été déracinée de son milieu social d'origine et qui réapprend à vivre autrement dans un sanatorium qui est peut-être le Mont Blanc, qui est peut-être Pracoutan, qui est peut-être Champs-Élmose, me dira. Bonjour, merci d'être présent. Moi, je suis très émue d'être ici pour effectivement rendre hommage à ma grand-mère qui a quitté le Nord, la région, elle habitait à côté de Douai. Elle était d'une famille de fondeurs de cloches. À l'époque, il y avait encore 3 familles de fondeurs de cloches, dont ma famille. Et elle est venue ici avec l'espoir fou et bien enraciné en elle de guérir. Et à l'époque, en 1929, il n'y avait pas d'autre remède que le soleil, le grand air. Et j'ai aussi voulu montrer qu'il y avait d'autres remèdes qui étaient l'amitié, la vie culturelle. Et j'ai voulu faire revivre j'ai imaginé son journal, et à travers son journal d'une année qu'elle passe ici, j'ai voulu montrer l'importance de cette vie qui se recréait au sein, moi on m'a toujours dit qu'elle avait séjourné au sanatorium qui s'appelait l'Hôtel du Mont Blanc, et au sein de ces grands sanatoriums, une nouvelle vie se recréait, une vie faite d'amitié intense. On voit, enfin moi j'ai imaginé que vraiment les malades recréaient une sorte de famille. Ils s'inventent une nouvelle identité, donc elle devient une nouvelle femme. Elle a laissé dans le Nord son mari, ses 2 jeunes fils, dont mon père qui était petit à l'époque, et elle devient une autre. Et d'une certaine façon, ce qui m'a intéressée, c'est qu'elle devient elle-même aussi. Hein, c'est une femme qui n'avait jamais travaillé, et dans le sanatorium, elle va demander à aider le bibliothécaire. Donc j'ai inventé une figure de bibliothécaire. Hein. Les 2 personnages réels dans ce livre sont Blanche, qui représente ma grand-mère, et Abel, son mari. Mais les autres personnages, je les ai imaginés en ayant fait des recherches, bien sûr. J'ai fait des recherches sur la manière dont on soignait les malades à l'époque, sur le lien aussi très fort qu'on établissait entre la dépression et la tuberculose. Donc quand elle est soignée, son médecin la reçoit toutes les semaines et elle a pratiquement une séance de psychothérapie avec ce médecin. Et ce qui m'a intéressée, évidemment, au-delà de ma grand-mère, c'est de m'intéresser en fait à la maladie. C'est-à-dire comment on affronte la maladie, comment on se bat avec la maladie, quelles ressources psychiques le malade trouve hein, pour affronter sa maladie. Et j'ai beaucoup insisté, c'est un livre qui semble un peu grave, hein, puisqu'il s'appelle « Jusqu'à mon dernier souffle », donc on se doute bien qu'elle ne va pas en réchapper vivante, bien qu'elle soit sortie guérie. Hein, on lui a annoncé qu'elle était guérie, elle est rentrée chez elle, guérie, forte, elle a eu un 3e enfant, mais au fond, elle savait qu'elle était condamnée. Donc il y a ce va-et-vient dans son esprit, et je dirais même dans son âme, entre son désir de vivre et la nécessaire acceptation de la maladie. Et donc, j'ai voulu aussi rentrer dans son âme et voir comment elle a vécu, je dirais presque une sorte de transfiguration intérieure. Hein. Donc, c'est aussi un parcours spirituel qu'elle a vécu. La religion a occupé une grande place pour elle. Elle a des lectures, hein, elle lit Sainte Thérèse d'Avila, ça l'aide beaucoup. Et donc, voilà, je suis... disons que ma grand-mère, qui a été une femme absente pour moi, mais très présente, puisqu'il y avait toujours son portrait dans le bureau de mon père, eh bien, cette femme m'a fait un cadeau, c'est-à-dire qu'elle m'a permis de rentrer dans son âme et de montrer voilà, sa vaillance, sa bravoure, avec l'aide des autres malades, comment tous ensemble, ils essayaient de lutter contre la maladie. Parce que ce n'était pas un combat solitaire, hein. C'était un combat avec beaucoup de solidarité entre eux. Et c'est aussi ce que j'ai voulu montrer, avec l'aide des médecins, évidemment. Donc, j'ai inventé 2 figures de médecins, un petit peu différents.
Et j'ai parcouru avec elle tout ce cheminement qui est pour moi un message important sur le combat, hein, sur le combat pour la vie, le combat pour la gaieté. Elle veut être gaie malgré tout. Et puis, voilà, pour ceux qui sont intéressés, on n'a pas pu passer, il y a une petite vidéo sur YouTube où on voit des photos de l'époque. Ça s'appelle Jusqu'à mon dernier souffle, hein, et on voit des photos de l'époque, des photos de ma grand-mère, des photos du sanatorium à l'époque. Et ce sont des photos qui m'ont toujours habitée en fait, hein, puisque en fait mon père a été donc orphelin de mère à l'âge de 6 ans, et donc avec un grand manque affectif. Puisqu'il faut savoir que ces malades-là, bon, ils étaient très contagieux, donc même petit, sa maman ne le prenait pas dans ses bras en fait, hein, même quand elle était encore avec eux dans le Nord, elle n'avait pas le droit d'approcher ses enfants. Et effectivement, c'était à la fois un soulagement pour la famille de la voir partir ici. C'était un sacrifice financier, ça coûtait cher, et c'était un espoir fou, hein, l'espoir de la guérison. Et elle a incarné cet espoir. Hein. Quand elle rentre guérie, elle incarne cet espoir d'une guérison possible. Voilà donc ce que j'aimerais dire pour honorer la mémoire de tous ces malades. Voilà, c'est un livre qui est très vrai et qui met bien en évidence pour toutes ces personnes malades la rupture avec le milieu d'origine où très vite le couvert de la personne se trouve un peu débarrassé, hein, et la vie se réorganise sans la personne malade dans la ville d'origine. Et en revanche, au sanatorium, eh bien, la vie reprend avec ce désir de vie que l'on a pu constater, du moins sur le plateau, pendant les 100 ans d'activité des établissements. Enfin, je veux dire, confrontés à une mort qui rôde, les personnes malades ont vraiment envie de vivre intensément, et d'autant plus que les personnes qui se retrouvent entre elles parlent le même langage. Elles ont les mêmes problèmes, les mêmes soucis et les mêmes volontés de ne rien laisser de côté. Enfin, je veux dire, il faut vraiment faire le maximum pour vivre. Et durant ces 100 ans d'activité médicale du plateau d'Assy, il y a eu donc une évolution progressive des établissements, et c'est toute l'épopée des VSHA. Oui, mais avant, je voudrais vous dire que j'ai lu votre livre, j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai aimé, c'est que dans votre livre, vous décrivez la vie dans les sanatoriums. Comme Thomas Mann dans La montagne magique. Je suis très touchée. Comme Paul Gaden qui a écrit Siloé et qui était à Pracoutan. Donc voilà, moi c'est ça qui m'a vraiment beaucoup touchée, indépendamment de tout le cheminement formidable de votre grand-mère que vous racontez très bien. Mais c'est la description de la vie à Pracoutan, je vous dis, comme elle se passait au jour le jour, la vie et la mort d'ailleurs aussi. Alors, l'épopée des VSHA. Le titre qui est au-dessus s'appelle « La montagne qui soigne ». Je n'ai rien à dire là-dessus parce que c'est complètement vrai. En dessous, c'est écrit « et qui protège ». J'ai travaillé dans ce comité pour écrire ce livre et donner des documents à Tristan Gaston-Breton. La montagne qui protège. Quand un éboulement fait 71 morts, comment penser que la montagne protège? Comment penser quand on a évacué à Pracoutan une partie des patients à cause de la combe d'Ambovie qui risquait de tomber sur Pracoutan parce qu'il y a eu une avalanche en 1918 qui était déjà tombée dans les plaines? J'ai cherché pourquoi une personne a voulu absolument mettre ce titre. J'ai cherché pourquoi ça pouvait protéger. Ça protège les vents du Nord, c'est vrai. Ça protégeait aussi les familles qui étaient restées de la contamination puisque les gens étaient hospitalisés. Mais je pense qu'on n'aurait peut-être pas dû mettre ce titre. L'histoire de ce livre, je vais vous la raconter. C'est le président Monteil, qui était le président du conseil d'administration, qui savait que le dernier établissement, Pracoutan, allait descendre. Il avait été le premier.
le premier à ouvrir, première pierre en 1924, à ouvrir en 1926. Et il a demandé au secrétaire du conseil d'administration de réfléchir à faire un livre. Donc il y a eu un comité de lecture qui s'est réuni, dont je faisais partie, mais aussi Anne Tobé, pour nous aider pour le début de l'arrivée de la mission Rockefeller au plateau d'Assy, pour trouver un endroit où faire les premiers sanatoriums. Et puis, c'était la mission de Rockefeller, où il y avait le docteur Davy et le docteur Bruno, qui était l'américain. Et il y avait aussi Théophile Vallée, et vous êtes sa petite fille, qui est là, et qui a retrouvé un document. Il était maire de Passy. Et c'est aussi grâce à lui que ça a pu se faire, et c'est lui qui a indiqué cet endroit, que ça a pu se faire sur le plateau de Pracoutan, parce qu'il s'est vraiment impliqué, alors que tous les autres maires des autres communes étaient contre, en disant « eh ben, ça va tuer le tourisme ». Voilà. Donc bravo à Théophile Vallée, je suis heureuse que vous soyez là pour entendre ça. Donc voilà, on s'est donc réunis pour produire des documents écrits et des photos, puisque pour les 90 ans de Pracoutan, Christian Sarrazin et moi avions fait une exposition à Pracoutan sur les 90 ans de Pracoutan, avec l'histoire de la tuberculose et de la reconversion. Et donc on s'est réunis pour faire ça, et un historien des entreprises, Tristan Gaston Breton, a été mandaté pour l'écrire, le livre, le remettre en forme avec les photos que nous avions et tout ça. Je l'ai rencontré, c'est quelqu'un de très brillant et de très sympathique, et qui est historien des entreprises. Alors c'est très varié, parce qu'il a fait la saga des Rothschild, il a fait Michelin, il a fait Moulinex, il a fait Safran, mais il a fait, nous aussi, les BSHA. Donc je lui ai demandé de venir ici pour son livre. Mais traditionnellement, il passe toutes ses vacances en Grèce, en août, avec sa famille. Et c'est pour ça que je lui ai demandé si je pouvais parler de son livre. Et il a pensé que j'étais peut-être légitime pour le faire. Donc, ce livre raconte l'épopée des VSHA. Je confirme que ça a été une épopée, parce que ça a été le premier. La création de l'association philanthropique des villages climatiques a été fondée en juin 1922, ce qui fait que cette année, ça fait 100 ans. 100 ans, je trouve que ça parle moins qu'un siècle. C'est un siècle. Un siècle au service des patients. Un siècle que les soignants et tous ceux autour s'occupent des patients. Je trouve qu'un siècle, pour moi, c'est beaucoup plus parlant que 100 ans, même si c'est la même chose. Et donc, ça sera fêté à Bonneville cette année. Donc, il y a la phrase inaugurale de ce livre, c'est « Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient ». Et c'est ça l'histoire et l'épopée. Parce que la Fondation, eh ben, elle va toujours. Elle est descendue dans la vallée. Le nouveau sigle, c'est ALIA, c'est un sigle symbolique, puisque le A représente la montagne qui descend dans la vallée. La montagne a joué un rôle très très important pour les VSHA. Et Pracoutan a été le premier. Il a été construit sur un modèle américain de Saranac Lake aux États-Unis, où il y avait des bâtiments centraux et des petits chalets tout autour. C'est pour ça qu'il a été construit comme ça. Et ça a été le seul, parce qu'à 1200 mètres dans la neige, les patients, fallait sortir du chalet pour aller manger, pour aller se faire soigner. C'est pour ça que tous les autres établissements ont été construits sur des modèles différents, des modèles qu'on a appelés les grands paquebots des montagnes, parce que c'était 170 ou 180 lits. C'était des constructions gigantesques avec des architectes exceptionnels, dont Henri-Jacques Lemesme et Paul Abraham, en ce qui concerne la Fondation. Donc, ce livre, c'est pour savoir d'où l'on vient. Donc, c'est toute l'histoire de pourquoi il fallait s'occuper de la tuberculose, et s'occuper des personnes qui étaient peu aisées. La Fondation était philanthropique. Elle ne devait pas rendre compte à des gens qui voulaient de l'argent pour ça, contrairement à ce qui a quelquefois été un peu dit dans le livre de Péril. C'était philanthropique. Il fallait
Il fallait équilibrer les comptes, jusqu'à ce que quand nous y étions, c'était la même chose. Hein, il ne fallait pas avoir des revenus sur cette fondation. Donc voilà. Donc Prakoutan était le premier, mais personne ne savait si ça allait marcher. Et donc ça a marché. Et pourquoi ça a marché? Parce que ceux qui étaient là, ils y ont cru. Ils ont cru malgré toutes les difficultés, malgré ce que je vous ai dit, à savoir que les autres communes qui étaient contre et tout ça, malgré le conseil départemental et tout, mais le maire, Théophile Vallet, a joué un très grand rôle, le docteur Davy, le docteur Bruno et le docteur Tobé, qui est le grand-père de François Tobé, ont joué aussi un rôle très très important. Et Prakoutan a été un peu le début. Il fallait que ça marche, que les patients viennent et qu'on puisse les soigner correctement et que la confiance vienne aussi. Donc c'est y croire et faire confiance et honorer la confiance qui est faite à tout le personnel qui s'occupe de ces patients qui nous sont confiés. Ça a été la même chose au moment de la reconversion, puisque quand sont arrivés les antituberculeux, eh ben, les patients n'avaient pas besoin de rester 2 ans séparés de leur famille, puisque la rifadine, elle stérilisait le BK en 2 mois. Donc voilà, les gens étaient soignés chez eux et plus personne n'allait venir dans les sanatoriums. Et il y a eu un truc formidable, c'est que tous les établissements du plateau d'Assis se sont réunis dans une commission pour réfléchir à comment ils pouvaient se reconvertir. Et ils ont été solidaires pour chacun trouver des reconversions particulières. Donc ça a été l'hématocancérologie pour Prakoutan, ça a été encore la tuberculose pour Sanselmoz et Martel, mais aussi le soin de suite après, la rééducation pour Sanselmoz, il y a les chaînes et le Mont Blanc pour la gastro-entéro, le Paracy pour la psychiatrie. Donc ils ont fait un truc incroyable, quelque chose de coordonné. C'était des privés et des non-privés qui se sont mis ensemble pour réfléchir. Ça a quand même été incroyable. Donc revenons-en au VSHA. Donc Prakoutan s'est reconverti en hématocancérologie. C'est à ce moment-là que je suis arrivée parce que c'était ma spécialité. C'était pas du tout évident, parce que la tuberculose, c'était une visite par semaine, une radio tous les 3 mois, des tomographies, l'hématologie, c'était une numération tous les jours, c'était des hémocultures, c'était des antibiotiques, c'était une autre vitesse. Et là aussi, avec toute l'équipe, nous y avons cru. Et ça a marché. Ça n'a pas été facile, parce qu'il y a eu des moments où il y a eu un peu des baisses de recrutement, il y a eu des moments où un médecin est parti en voulant se faire licencier pour raisons économiques, mais après, ça a continué, et ça a marché. Parce qu'on travaillait en collaboration, parce que les médecins qui nous confiaient leurs patients, donc l'hématologie, puis la cancérologie, les greffés de moelle et le sida, il fallait vraiment faire confiance pour prendre en charge tous ces patients à l'époque. Nous y avons tous cru, et tous ceux qui ont travaillé avec nous ont cru aussi. Donc merci à toute cette équipe formidable de la Fondation, que ce soit à Prakoutan, que ce soit à Martel. Guébriand a été vendu au Val-de-Marne pour transformer Prakoutan, pour faire des chambres, pour faire des cabinets de toilettes dans les chambres, qui soient des vrais cabinets de toilettes et pas des lavabos comme c'est dans les photos autrefois et comme votre grand-mère a sûrement connu là-bas. Donc voilà. Nous avons honoré la confiance qui nous a été faite. L'épopée, ça a vraiment été une épopée. Parce que du temps de la tuberculose, il y a eu un incendie. C'est dans le seul sanatorium du plateau qu'il y a eu un incendie. Il était au milieu des établissements. Il n'y a eu aucune victime. Mais cet incendie a changé l'architecture. Avant, c'était des toits chalets. Et toute la partie à droite, quand on regarde Prakoutan, où il y avait des toits chalets, après l'incendie a été fait en toit terrasse, ce qui permettait d'avoir plus de chambres. Ça a été fait par le même. Il y a eu ça, il y a eu la Combe d'Ambovie, c'était l'année de l'avalanche du Tour, et de Galture en Autriche, avec tous les morts que vous connaissiez. Et donc, si jamais il y avait un problème, eh ben, c'était la fermeture de Prakoutan. Si jamais l'avalanche tombait, même s'il n'y avait pas grand-chose, si elle emportait une partie de l'établissement, c'était fermé. Or, on n'a pas évacué tout. La mairie faisait des commissions tous les jours pour étudier les risques, et on a
On a évacué pendant 3 semaines les patients de l'aile quand on regarde Pracoutan à droite. Et puis il y a eu le plan Zermos. Il y a Michel Donzo qui est là, qui connaît bien ça parce qu'il est géographe. Et le plan Zermos a été diligenté par le ministère de l'Intérieur dans 2 endroits de France où il y a eu des catastrophes, celle du Roquenet-Fils et Fréjus, et d'étudier si ces catastrophes pouvaient se reproduire. En ce qui concerne les BSHA, une étude a été faite sur le terrain par des gens extrêmement compétents, 10 ans après la catastrophe du Rhône, et qui a montré que le risque pouvait être réel, centenaire, centenal, et que si on ne prenait pas des précautions, et des plans d'évacuation, il faudrait réfléchir un peu. Et puis, le conseil d'administration, avec son président de l'époque, Alain Barjot, a eu un courage extraordinaire, parce qu'ils avaient déjà vécu le Roquenet-Fils avec 71 morts. Et ils auraient pu dire, il n'en risque plus rien, et on ferme, et on va ailleurs. Ils ont pris conscience que Pracoutan, qui était le plus menacé, Martel aussi un peu, mais il était plus loin, soignait les patients d'hématocancérologie. C'était le seul établissement en France qui à l'époque le faisait. Donc il fallait trouver un autre endroit. Les syndicats se sont beaucoup manifestés ensemble, la CGT et la CFDT, pour se battre pour le personnel, parce qu'il fallait garder le personnel. Et le personnel, beaucoup logeait sur place. Donc il y avait à peu près 200 personnes qui étaient menacées par une fermeture. Et la commission des budgets à Lyon a décidé la fermeture de Pracoutan. Bon, il y a des risques, il y en a eu. En plus, ils étaient dans une logique de fermeture de lits à cette époque-là. Et ils ont dit, on ne va pas prendre de risques, on ne donne pas de budget, donc comme on ne donne pas de budget, ils ferment, c'est tout. Et tout le monde s'est remobilisé, la CGT, la CFDT, tout le monde ensemble. Et il y a quelqu'un qui a un rôle énorme, c'est le préfet d'Annecy, Alain Gérolami, qui par 3 fois a dit, c'était lui qui était responsable en tant que préfet d'Annecy de Haute-Savoie, a dit qu'il fallait maintenir l'activité de Pracoutan sous réserve de construction de digues de protection et sous réserve d'un plan d'évacuation. Et finalement, Pracoutan a pu continuer grâce à lui. La digue de protection a été construite en arc sans circonflexe, ça a complètement changé la vision de la montagne, puisque le chemin de Charbonnières était plus accessible de la même façon par derrière, mais il y a une digue de protection d'action circonflexe avec un bassin de réception pour éventuellement que ça ne déborde pas à la fois sur Fontenay et sur les chalets de Pracoutan et sur l'établissement de Pracoutan. C'est pour vous dire qu'on était quand même un peu dans une épopée, hein. C'est des choses on était toujours en train de dire bon, on va fermer, on va pas fermer. Bon, puis après, une fois que la digue a été construite, ça a été mieux. Mais au moment de la reconversion, il y a une autre phrase dans ce livre, c'est s'adapter ou disparaître. Et c'était pas vrai que pour les VSHA, c'était vrai pour tous les établissements du plateau d'Assy. S'adapter au fait que les patients tuberculeux ne venaient plus, ne restaient pas. Quand ils venaient rester très peu longtemps, il fallait trouver autre chose. Et c'est là où ils ont trouvé les reconversions. Et ça a été formidable parce que toutes les reconversions du plateau d'Assy ont été réussies, mais y compris la nôtre, dans une discipline qui était très, très, très en avance et très porteuse avec beaucoup de choses et qui nécessitait une adaptation de la prise en charge des patients, à la fois par les médecins, par le laboratoire formidable qu'on avait à Pracoutan, et tout ça qui était aussi au Cours Martel. Donc voilà, la fondation n'a pas disparu, elle s'est adaptée, et puis est arrivé le moment où l'altitude, il fallait se rapprocher de la population, et c'est là où une partie de Martel est partie à Salange pour faire le Val d'Arve, qui est l'EHPAD à côté de l'hôpital, puis Martel de Janville,
président Pellerin a souhaité garder le nom en devoir de mémoire à Bonneville. Et enfin, Pracoutan, dont les portes ont été fermées le 16 décembre 2020. Et qui est descendu à Salanches, au Prat de l'Arve. Donc, c'est une réussite. La Fondation a continué son œuvre, elle s'est adaptée, et alors là maintenant, elle est dans une adaptation incroyable, parce qu'autrefois, la Fondation avait 630 lits de tuberculose, et les 3 établissements, enfin Pracoutan et Martel, ça faisait à peu près 300. Et maintenant, ils sont au tas de 500, parce qu'ils ont pris la gestion des EHPAD à Maglan, ils ont pris la Marteraie à Saint-Joriot, ils ont pris la maison Perrier dans les Bauges, et ils ont, le conseil départemental a acheté des locaux, des appartements à Martel et à Châtillon-sur-Cluse pour prendre en charge des mineurs non accompagnés. Donc, c'est resté un peu dans la montagne, puisque c'est sur le site historique de Martel. Et puis c'est à Cluse aussi, à Châtillon-sur-Cluse, que voilà. Donc la Fondation s'est adaptée. Elle n'a pas disparu, elle est en très très grande progression. Merci pour ces témoignages qui montrent à la fois la dynamique d'adaptation de l'œuvre sénatoriale et qui est fondée sur l'altérité, c'est-à-dire l'intention de rendre service à l'autre et à celui qui est en situation de faiblesse du fait de la maladie, qui est fondée également sur l'excellence médicale. Et la Société médicale de Passy était dans les années, jusqu'à les années très récentes, extrêmement dynamique et avait fait des notes de très importantes publications. Et il y avait dans tous les services de pneumologie de France des salles qui étaient dédiées aux pneumologues du plateau, que ce soit Taubé, Joly, il y avait des salles Taubé, des salles Joly, des salles Jacques Arnaud, qui était un grand résistant, qui avait refusé de donner le nom des patients juifs aux Allemands. Et puis le dernier principe, c'était celui de la convivence, c'est-à-dire de vivre ensemble avec un espoir commun, celui de la guérison possible. Et comme le disait le peintre Quinault, qui a participé à la décoration de la chapelle de l'église Notre-Dame de Toute-Grâce du Plateau, il n'y avait pas les malades couchés et les médecins debout, tout le monde était debout pour élever un rempart face au chaos. Et ça, que ce soit dans les établissements destinés aux hommes, aux femmes ou aux enfants, il y avait cette volonté pour les personnes qui vivaient sur une longue durée au sanatorium, il y avait cette volonté de trouver l'amitié, la fraternité, l'affection et le bonheur d'être ensemble et de se comprendre et de s'aider à renaître, comme le dit très bien Sylvie Le Petit dans son ouvrage. Mais sur ce plateau ensoleillé a toujours plané le spectre des tragédies. Et le 16 avril 1970, un glissement de terrain a emporté toute une aile d'un bâtiment où dormaient des enfants. Et la tragédie était à son comble et ça a laissé des séquelles durables à la fois pour les familles, pour la population du plateau. Et c'est toute l'enquête de Perrine Amitic qui a essayé de trouver les déterminants de cette tragédie et qui a essayé de comprendre et d'en tirer les conséquences. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Merci Michel, merci Simone et puis Sylvie du coup que je rencontre. Déjà, je voulais vous remercier déjà pour cette invitation parce qu'elle n'allait pas forcément de soi, parce que c'est vrai que pendant toutes ces années, on a été amenés à se croiser, notamment Simone et Michel, et que, comme me le disait récemment un ami psychanalyste, l'essentiel, c'est pas forcément d'être d'accord, mais c'est d'être ensemble. Et donc merci pour cette invitation, parce que ça permet de revenir sur cette histoire de Passy, cette histoire de la fondation des BSHA.
et avec des angles de vue qui sont forcément un petit peu différents, puisque moi j'ai un peu l'impression d'avoir en fait être placée à l'endroit de l'angle mort peut-être par rapport à tout ce que vous venez de raconter. Pour peut-être ceux qui ne savent pas du tout ce qui s'est passé pour nous ces dernières années avec un collectif autour du Roc des Fiz, moi je suis de Thônes et ma famille travaillait à Sallanches avant ma naissance, et voilà, j'ai quitté la Haute-Savoie en 2014, et avant de quitter la Haute-Savoie, j'ai eu besoin d'aller voir le plateau d'Assy où ma grand-tante avait été soignée comme tuberculeuse pendant la guerre, donc expérience que j'ai vraiment redécouverte du coup en lisant le livre de Sylvie, puisque du coup c'était voilà, ma grande-tante, comme souvent dans les familles de tuberculeux, c'est quand même quelque chose qui est très difficile à exprimer, à raconter. Il y a beaucoup de silence autour de tout ça, et c'est une expérience qui ne se transmet pas forcément facilement. Et du coup, en lisant ton livre, Sylvie, du coup, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir ce récit en fait, que j'avais pas forcément auquel j'avais pas forcément eu accès. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu racontais on sentait à quel point justement l'expérience de la tuberculose pour cette femme était une émancipation, quoi. À quel point finalement pour elle, la vie en sana, partir de chez elle, c'était enfin être libre en fait. Sortir de sa condition de femme mariée, peut-être un peu par obligation, et cette vie de famille qu'elle n'avait pas forcément souhaitée, et en fait elle allait vers elle-même, quoi. Elle se rencontrait, et c'était une naissance du coup, c'était ce que tu dis dans ton texte d'ailleurs, mais vraiment voilà, le sana comme naissance, comme renaissance, et donc ça forcément c'est... Voilà, j'imagine que ma grand-tante a peut-être vécu quelque chose comme ça, je ne sais pas en fait, je n'en sais rien. Et en allant au plateau d'Assy en 2014, je pense que j'étais un peu en quête de cette histoire-là, c'est-à-dire finalement savoir ce qu'avait vécu mon aïeul, pourquoi c'était aussi secret, parce que finalement quand elle venait à la maison, il fallait pas en parler. Moi c'était plutôt, je me souviens en tant que petite fille, c'était un peu, elle vient à la maison mais on n'en parle pas. Il faut pas parler du plateau d'Assy. Et du coup, je pense que dans mon esprit, c'est rapidement devenu un lieu un peu secret, un lieu de mystère. Et quelque part, ce genre de choses, ça reste dans l'esprit des descendants. Il y a quelque chose qui se greffe et qui devient mystérieux et qui amène peut-être plus tard à avoir besoin d'aller percer ces mystères-là. Donc je suis montée au plateau d'Assy pour trouver Guébriant, que j'ai découvert. J'étais impressionnée par cette architecture et par ce plateau qui, moi, à l'époque, était plutôt une ville assez vide, pour le coup. J'ai jamais vu le plateau d'Assy dont on m'a parlé vivant, plein de gens, et malheureusement, moi, j'ai toujours vécu le plateau d'Assy comme une ville un peu à l'abandon, et en même temps, j'étais fascinée immédiatement par ce lieu, par Plaine-Joux, par les brumes de Plaine-Joux. La première fois que je suis venue, on ne voyait même pas le Mont Blanc, c'était fascinant. Mais bref, je ne sais même pas comment ça s'est vraiment passé, mais quelque chose a fait que, en se promenant dans une combe alentour, je suis tombée sur ce petit caillou qui commémorait la catastrophe du Roc des Fiz, mais qui n'était pas identifiable comme tel, c'est-à-dire que c'était juste marqué aux victimes du 17 avril 1970, le Roc des Fiz, 1932, 1970, donc on ne savait pas vraiment de quoi il s'agissait. Et c'est en redescendant que j'ai commencé à chercher sur Internet et là, à découvrir donc, effectivement les recherches d'Anne Taubé, à découvrir aussi sur les réseaux que les gens se retrouvaient, que les gens qui avaient souffert de cette catastrophe en 1970, donc, qui avaient perdu des enfants là-bas, ou des anciens soignants, ou des anciens employés, ou aussi des sauveteurs, des gens de Passy aussi, et des passerands. Tous ces gens-là n'étaient pas tous tranquilles avec cette histoire. Il y avait quelque chose qui restait, et il y avait pour certaines personnes un besoin qui était né depuis l'apparition des réseaux, depuis 2008, finalement de retrouver quelque chose de ça, rechercher quelque chose de ça, revenir sur leur histoire. Et au début, j'ai regardé ça de très loin, ça a duré quand même 1 an et demi, 2 ans, où j'observais ça de très loin. J'avoue, je collectais un peu des photos, des images, parce que cette histoire, quand j'ai vu la coulée, et quand j'ai compris que 71 enfants avaient disparu pendant une nuit dans ce sanatorium fantôme, qui en quelque sorte avait complètement disparu, quelque chose m'a marqué profondément, et les images commençaient à me hanter. Enfin, j'avais des visions des enfants dans les dortoirs, de la coulée, de la poche d'eau qui gonfle au-dessus de leur tête dans la falaise et qui s'effondre.
ça commençait à devenir un peu envahissant en fait. Donc je cherchais des images d'abord pour essayer d'oublier en fait, et de me faire une image vraie pour faire éteindre quelque part les fantasmes, je pense, qui commençaient à m'envahir. Et voir ce qui s'était vraiment passé, parce que la presse s'est emparée de cette histoire aussi de manière assez scandaleuse, catastrophiste. Des magazines comme Détective ont fait des couvertures sensationnalistes où on voyait des enfants hurler. Enfin, il y avait beaucoup de fantasmes en fait autour de cette catastrophe-là, et des fantasmes un peu morbides, des fantasmes assez finalement qui faisaient du bien à personne en fait. Donc voilà, j'ai commencé à chercher pour savoir ce qui s'était vraiment passé. Je voulais avoir des récits authentiques, des témoignages authentiques, des photos, des visages, des noms, des gens. Sur les réseaux, les gens commençaient à parler. Et bon, ce qui apparaissait à ce moment-là, c'est sûr, c'est que il y avait un manque de reconnaissance autour de cette histoire. Il y avait la sensation aussi qu'il y avait eu 10 années de procès autour de cette catastrophe et que ce procès n'avait pas été un procès abouti. Il y a quelque chose qui était inachevé, quelque chose n'était pas terminé. Et les familles, en fait, leur colère se stigmatisait autour de cette petite stèle, ce petit caillou qui est au-dessus de Prapoutan, et qui, en fait, pour eux, était le symptôme, en quelque sorte, de cette absence de reconnaissance. Le fait que ce petit caillou ne portait même pas le nom des victimes était, en quelque sorte, une infamie et un déni de justice. Et que quelque part, c'était comme la tombe d'un chien. Certains disaient des choses comme ça, c'est pire que la tombe d'un chien. Donc la colère se stigmatisait autour de ça, et en même temps c'était des gens qui étaient éclatés dans toute la France, qui n'avaient pas forcément de contact entre eux depuis une cinquantaine d'années, des gens qui avaient perdu contact. La catastrophe avait morcelé le Sanat, mais elle avait aussi morcelé les gens, elle avait aussi morcelé les liens entre les gens. Et tous ces gens-là étaient déconnectés entre eux, déconnectés du passé parfois, parce qu'ils avaient voilà, ils s'étaient protégés en fait de ce drame, donc ils avaient coupé les ponts, changé de région. Et souvent, ils avaient en fait tellement cherché à oublier cette catastrophe que c'était explosif, quoi. C'était vraiment quelque chose. Remettre le nez dans tout ça, c'était prendre le risque d'une explosion numéro 2, d'une avalanche numéro 2, qui risquait de tout dévaster à nouveau. C'est-à-dire que tout ce qu'ils avaient réussi à reconstruire derrière, la famille, le conjoint, les enfants, les petits-enfants, une famille qui va bien, des enfants qui sont vivants, enfin, tout ça risquait, enfin en tout cas dans leur esprit, risquait d'être à nouveau éboulé en fait, par la reprise de contact avec cette histoire. Donc moi j'ai mis du temps avant de les approcher ces gens-là parce que très honnêtement je me sentais pas légitime, j'avais pas envie de faire du mal aux gens et j'avais pas forcément... Voilà, je ne savais pas ce que je voulais faire avec ça, j'étais encore dans l'idée que j'allais faire quelque chose de fictionnel. Et puis en fait, c'est venu parce qu'il y en a un jour qui m'a dit vous pouvez s'appeler. Et j'ai commencé à passer des coups de fil à ceux qui étaient OK pour en parler. Et là, il s'est passé un truc qui était assez mystérieux. C'était des coups de fil qui duraient à peu près 3/4 d'heure, à peu près la durée d'une séance de psy, pour le coup. Je ne sais pas si les rendez-vous médicaux durent 3/4 d'heure, mais en tout cas, c'était un peu... voilà. C'était des rendez-vous qui duraient 3/4 d'heure à peu près. Et je sais pas, peut-être, c'est souvent des anciens enfants qui étaient au sanatorium et qui, à l'époque, n'avaient aucun contact avec personne, puisque les courriers, c'était une fois par semaine, et les familles étaient loin, ils n'avaient pas de téléphone. Donc, d'un coup, cette personne qui s'intéressait à eux, et qui était prête à les écouter, dont ils ne connaissaient rien, une inconnue complète, qui était juste une oreille, et qui était intéressée par leur histoire. Ça a peut-être déclenché quelque chose chez certaines personnes, et en fait ils ont commencé à me parler, ils ont commencé à me faire confiance aussi, hein, ce dont je ne les remercierai jamais assez, et à m'ouvrir leur mémoire, et à commencer à me confier leur histoire. Parfois, des choses dont ils n'avaient même jamais réussi à parler, à raconter à leurs conjoints ou à leurs enfants. Donc c'était évidemment assez bouleversant pour moi d'avoir cette chance en fait, de recueillir ces témoignages et d'enregistrer, parce que donc, je leur ai demandé l'autorisation d'enregistrer ces entretiens qu'on avait. Et donc
quelque chose a commencé à se mettre en place où ces gens commençaient à me raconter. En fait, je les abordais toujours dans le même sens, toujours avec les mêmes questions dans le même ordre pour tous. On commençait par la déclaration de la tuberculose, comment ça s'est passé dans les familles, le départ au sanatorium, le train, le trajet, toute cette galère des trains, des transports, des trains de nuit pour le Fayette, l'arrivée au Roc des Fiz, donc souvent avec un émerveillement incroyable pour le paysage, des gamins du Nord qui n'avaient jamais vu la montagne, enfin tout ça quoi. Et cette sensation de partir en colo. Et puis le coup près parfois de l'arrivée au pavillon, puisque d'un coup ils étaient pris en charge par une sœur qui voilà, les adieux avec la famille, quand la famille avait pu les emmener, parce que parfois ils étaient emmenés en train avec des gens, plutôt des scouts, enfin des éclaireuses. Et le lazaret, d'un coup l'isolement pendant des semaines comme ça pour la décontamination, avant d'être affecté dans le pavillon. Donc on a pris les choses dans l'ordre, en fait, on a repris contact avec un récit, une histoire, revenir sur voilà, comment ça s'est passé, dans l'ordre, petit à petit, et au goutte à goutte, comme ça, des jours, revenir jusqu'à approcher progressivement la catastrophe. C'est-à-dire essayer d'approcher le traumatisme comme on remonte une montagne, de se dire voilà, on va y aller tranquille, pas à pas, et on va remonter jusqu'à ce nœud, ce truc brûlant, qui est toujours brûlant, qui est toujours une bombe, on sait que ça va nous exploser à la tronche, mais on y va quand même, comme un volcan autour duquel on va aller se promener. Et ça a commencé par ces coups de fil, et puis petit à petit ça a été des rendez-vous, on a commencé à retourner sur les lieux ensemble, on a commencé à revenir sur les documents, sortir les archives, les lettres, les dossiers du procès. Toutes ces choses-là ont commencé à sortir des caves et commencer aussi à recirculer dans les familles, parce que souvent, en fait, la transmission s'était pas faite. Les histoires n'avaient pas circulé, les enfants ne comprenaient pas leurs parents, ne comprenaient pas les réactions de leurs parents ou de leurs grands-parents, parce qu'il manquait un maillon dans la chaîne. Et qu'il y avait un fantôme qui n'était pas sorti. Il y avait souvent un fantôme dans les familles qui était là, mais qui était devenu un fantôme tyrannique, qui faisait que la montagne devenait effrayante, qu'on n'envoyait pas les enfants de la deuxième génération en classe de neige, parce que la montagne elle pouvait prendre les enfants. Donc ce truc-là, à Marseille, à Lille, en Bretagne, et sans doute voilà, en Algérie, en Espagne, enfin, il y a des familles qui venaient d'un peu partout. Ce truc-là était encore très actif dans toutes les familles. Et la même chose quasiment, avec des variantes, mais c'était à peu près la même histoire pour tous. Donc ces gens-là, en fait, ont commencé à se réunir et à vouloir revenir sur les lieux, parce que pour eux, ce qui était très compliqué, et vous le savez, vous qui avez travaillé à Pracoutan pendant toutes ces années, ce qui était très compliqué pour eux, c'était que cette histoire-là ne soit pas visible sur les lieux, ne soit pas, qu'on ne puisse pas savoir vraiment sur place ce qui s'était passé. Et au fur et à mesure des allers-retours, donc entre 2014 et cette année, un collectif est né, une association s'est formée pour obtenir un véritable mémorial sur les lieux, ce qu'on a fini donc par obtenir, avec l'aide des gens du coin aussi, hein, avec les anciens maires, qui pour certains sont là, et on a obtenu donc ce mémorial, ce beau mémorial à côté de Fontenay, qui a été dessiné par le fils d'un des membres du collectif, qui a été gravé par un marbreur de Combloux, et inauguré, donc vous étiez là, hein, voilà, au mois de mai, avec une cérémonie officielle, et pour le coup, des temps de parole, les gens ont pu revenir et s'exprimer, et raconter leur histoire, et partager leur histoire aussi avec leurs proches, qui parfois venaient pour la première fois. Et voilà, moi en marge de ça, j'ai filmé tout ça. Ce film n'est pas encore monté parce que j'ai pour l'instant, je me suis déjà attachée. Enfin, ça a été compliqué. C'est compliqué de faire un film en France. C'est compliqué d'avoir des soutiens aussi pour une histoire aussi ancienne. Et la forme qui a pu sortir pour l'instant, que j'ai réussi à porter jusqu'au bout, c'est ce livre qui a été entre guillemets le sillage de notre histoire en fait sur ces 7 années, qui est un montage. Moi, je parle quasiment pas dans ce livre, je n'écris rien en mon nom.
suite notamment à une altercation que j'ai eue avec Simone il y a quelques années, parce qu'on n'a pas toujours été d'accord, et il y a un jour où on a eu un débat qui a été assez houleux, et où je me suis rendu compte que j'étais pas... que c'était pas à moi de prendre le... J'étais pas là pour être porte-parole, si vous voulez, de ces gens, mais plutôt porte-voix. Mon objectif, c'était plutôt de les faire entendre ce qu'on n'avait pas entendu. Et donc ce texte est un montage de 25 témoignages, 25 témoins au fil des 7 années là, qu'on a passées, de l'évolution de leur regard sur tout ça, de leur expérience aussi, au fur et à mesure qu'ils étaient en train de se réapproprier leur histoire et de transformer leur traumatisme. Et puis il y a aussi la correspondance des architectes dont on a parlé, Henri-Jacques Lemesme et Paul Abraham, pendant le temps de la construction du Salin. Il y a des documents aussi de Passy des années 20, avec notamment des documents qui évoquent la participation de Théophile Vallet à ce choix de construire ce sanatorium à cet endroit-là. Et donc tout un tas de documents qui ne sont pas montés chronologiquement, mais qui permettent de faire une espèce de voyage dans le temps sur un siècle, à travers l'histoire d'un bâtiment, de ceux qui l'ont construit, de ceux qui y ont vécu, de ceux qui y sont morts, et de l'impact de cette catastrophe sur 3 générations. Ce qui est très intéressant dans cet ouvrage, c'est à la fois l'objectivité des documents, et notamment des documents administratifs, et puis peut-être la subjectivité des témoignages qui sont souvent submergés par l'émotion et parfois par une réécriture peut-être de l'histoire, aussi tragique soit-elle. L'heure tourne et nos amis là, qui vont pas tarder à vouloir aller traverser le Mustang là, pour la conférence suivante. Donc est-ce que vous auriez des questions à poser à nos invités? S'il n'y a pas de questions, je vais leur donner la parole. Et je pense que dans le livre de Sylvie Le Petit, ce qui est frappant, c'est que les livres, la musique, tous ces éléments culturels sont des remèdes contre le désespoir de tous ces hommes et femmes qui sont des frères et des sœurs en souffrance et en compassion. C'est vrai que j'ai voulu montrer l'importance de la musique, de la poésie, de la lecture. C'était vraiment des remèdes. Hein, et aujourd'hui encore, hein, si vous êtes là, c'est que vous êtes des amoureux de la lecture. Et donc, nous partageons ce trésor commun. Et c'est vrai que c'était important de faire revivre les soirées. Il y avait des soirées musicales, ils jouaient de la musique, ils chantaient, ils écrivaient des poèmes. Et j'ai donné place à cette créativité dans mon livre. Voilà, donc merci à Perrine, à Simone pour tous ces partages autour de de ce plateau d'Assy qui a laissé des traces en nous, qui est toujours un lieu fascinant, avec cette magnifique église Notre-Dame de Toute Grâce. C'est vrai qu'ici plane l'âme de toutes ces personnes qui ont vécu, tous ces artistes qui ont vécu ici, et ça fait du plateau d'Assy un endroit magique, effectivement. C'est un univers à la fois tragique et magique, et il est magique en ce sens où il y a une très grande force de l'amitié, de la sincérité, de la solidarité. Et je pourrais, à propos des enfants, citer un exemple qui est relaté par Patrice Debré dans la biographie qu'il a fait de son grand-père, le grand pédiatre Robert Debré, qui a beaucoup lutté contre la méningite tuberculose. Et un jour de grève SNCF, donc un enfant était en train de mourir. Alors Patrice dit à Précoutant, mais je pense que c'était plutôt à Saint-Selmose, Roque des Fils. Et cet enfant était en train de mourir, et le seul traitement possible, c'était de le transférer dans le service de Robert Debré à Paris. C'était un jour de grève, le père de l'enfant était cheminot, et un train spécial a été affrété pour que l'enfant puisse regagner Paris et être sauvé. Donc cette chaîne de solidarité est vraiment formidable, et ça montre qu'il y a toujours des raisons d'espérer. Et pour ce qui est des
des enfants. Cette tragédie est épouvantable et il est important de ne pas l'oublier et de rendre hommage à ces enfants et à toutes les autres personnes, les soignants, hein, qui sont morts aussi avec eux dans cette nuit tragique. Mais il y a eu aussi tous ces enfants qui ont été sauvés pendant des années et des années, et qui ont été ces enfants qui ont été soignés dans des conditions parfois de vie, dans des conditions d'hygiène, dans des conditions qui étaient satisfaisantes et qui étaient parfois sans commune mesure avec ce qu'ils pouvaient vivre dans leur milieu d'origine, puisque ces établissements du haut, les établissements du haut, c'est-à-dire Évrillon, Pracoutan, l'Europe des Fils, étaient des établissements philanthropiques qui étaient destinés à prendre en charge des personnes de milieux souvent défavorisés. Oui, une question, Michel? Oui, tant que géologue, j'aurais aimé faire une intervention scientifique Viens alors. sur le mécanisme. Bien. Pendant que tu Michel est géologue, il a beaucoup travaillé avec des bureaux géologiques et lui qui m'a donné beaucoup de renseignements sur cette carte Zermos dont je parlais et je le remercie encore. Michel Donzet, tiens, Michel. Merci, je vais être assez bref, hein, et jeter, disons, un éclairage scientifiquement froid du mécanisme qui a présidé à cette tragédie du Roc des Fils. Et c'est lié à la nature de l'empilement géologique qui forme cette chaîne des Fils. Parce que le sommet donc, de ces montagnes, c'est des calcaires très durs qui sont percés par ce qu'on appelle des lapias. Des lapias, c'est-à-dire des crevasses verticales qui peuvent même être responsables de gouffres très importants, hein, des grands gouffres. Et alors, ce mécanisme de roche surplombe les marnes dites de l'Oxfordien, qui sont des argiles plus ou moins calcaires, extrêmement fluides. Et alors, le mécanisme est simple. Quand il pleut, qu'il y a de la neige, vous avez des millions de tonnes de flotte qui envahissent toute cette chaîne calcaire. Ça fait un poids énorme. Et dessous, ces marnes, elles ont tendance à fluer. Donc voilà, le mécanisme est là. C'est donc lui qui est responsable de ces choses-là. Et maintenant, évidemment, c'est très surveillé. On fait attention à ce que ça ne se reproduise pas. La nature, c'est la nature. Vous avez d'autres questions à poser? Non? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais demander à nos invités de faire un mot de conclusion. Sylvie. C'est difficile de conclure, cette histoire, elle ne peut pas se conclure. Hein. Je crois que le plus bel hommage, c'est que vous soyez là aujourd'hui, c'est que vous montiez au plateau d'Assy, vous alliez à pleine joue, que vous admiriez ce paysage qui est magnifique, et d'avoir une pensée pour toutes ces personnes qui ont lutté contre la maladie, qui, voilà, et rendre grâce peut-être aussi pour la beauté de ce paysage qui les faisait vivre quand même dans une sorte de paradis. Hein, quand ils arrivaient, tout le monde a souligné l'émerveillement qu'ils ressentaient en découvrant ces paysages magnifiques. Et puis aujourd'hui, notre défi, c'est de les préserver. Voilà. Merci. Oui, difficile de conclure, pareil, je pense qu'on n'est pas dans quelque chose qu'on peut conclure, surtout, là, en plus, on est confronté à de nouvelles conditions climatiques et quelque part, voilà, ces bâtiments qui descendent, c'est rassurant parce que voilà, apparemment, d'après des chercheurs de Chamonix, là, les conditions actuelles sont équivalentes à celles de fin août, début septembre, donc tout se réchauffe et la terre glisse et on va être amené de plus en plus à s'interroger sur ces questions-là d'habitation et de soins aussi, de virus, voilà. C'est vrai qu'en travaillant sur cette histoire, souvent les gens m'ont dit « Ah, mais c'est
un vieux fait divers régionaliste, c'est une anecdote du passé, et en fait, plus le temps passe, et plus j'ai l'impression que c'était au contraire les prémices des questions de l'avenir, en fait, et que c'était intéressant de découvrir le mécanisme global de cette catastrophe, mais aussi la chaîne de causes et d'effets qui amène à une catastrophe, puisque les erreurs sont humaines et qu'en fait on en fait tous. Mais aussi de voir l'imbrication du bien, du mal, de la beauté, de l'horreur, de voir que finalement toutes ces choses-là sont indissociables et ça rend notre position d'autant plus difficile, c'est-à-dire nos choix. Je suis amenée à me poser des questions sur des histoires de choix qu'est-ce qu'on laisse aux générations d'après, quoi. Est-ce que nos choix, c'est pas finalement ce qu'on va laisser ce qu'on va déposer comme acte, en fait, pour la suite, quoi. Mais bon, voilà, c'est personnel. Et ça nous renvoie à l'humilité. Oui, Perrine, les établissements sont descendus, mais ils ne sont pas vides. Le roc des Fives a été rasé, mais tous les autres sont encore là, il y a des gens qui habitent. Donc le risque existe pour les gens qui sont là encore. Et voilà, je vais aussi... Et effectivement, en travaillant sur la tuberculose, on se dit, voilà, cette vieille maladie, elle a été éradiquée. Bon, pas complètement, en fait. Et puis on a tous vécu l'arrivée du Covid, donc l'arrivée d'une nouvelle maladie extrêmement contagieuse pratiquement de la même façon que la tuberculose, donc par les projections et on a vécu aussi ce qu'ont vécu les malades, c'est-à-dire cette impossibilité de prendre nos proches dans nos bras. Et voilà, moi je me suis dit, en écrivant le livre était écrit, j'en étais à la partie relecture, je me disais, mais c'est incroyable, on revit des choses douloureuses. On n'a pas pu prendre nos enfants, nos petits-enfants dans nos bras, et ça a été douloureux, comme ces malades. Voilà. Et donc, eux, ils s'en sont sortis par l'amitié, par la solidarité, et je pense que c'est toujours valable pour nous aujourd'hui. On a un combat commun à mener contre ces nouveaux virus, contre de nouvelles conditions, un changement climatique. On s'en sortira pas individuellement, en fait. Ça sera tous ensemble. Tous ensemble et avec les livres écrits par nos amis Sylvie Le Petit, donc jusqu'à son dernier souffle, aux éditions Impertinent, Perrine Amiquic dans la nuit, dans la collection Fiction et compagnie aux éditions du Seuil. Et on peut dire aussi que Perrine a été finaliste du prix Médicis Essai cet automne. Et puis Simone Dreny, donc, qui a participé au livre de Tristan Gaston Breton dans leur nuit, l'épopée des VSH, qui était un livre fait à l'occasion des 100 ans de l'établissement. Oui, quelque chose sur le livre, parce que le livre n'est pas disponible en librairie. C'est la fondation qui l'a fait éditer à 2000 exemplaires, pour d'abord le distribuer d'une manière confidentielle aux membres du conseil d'administration. Quelques personnes ont pu, en demandant, en avoir des exemplaires, dont un que je suis allée porter à Anne Tobé, puisqu'elle avait participé et qu'elle était très fatiguée, que je voulais quand même qu'elle ait ce livre avant de nous quitter. Mais j'ai demandé à la fondation de savoir si certains d'entre vous, après cette conférence, voulaient avoir ce livre qui est très très bien fait. Et il y a un bon de commande qui est à envoyer à la fondation, puisque c'est eux qui les ont, c'est eux qui les distribuent, c'est eux qui ont payé. Donc si vous voulez ce livre, vous ne le trouverez pas en librairie pour l'instant. Il était réservé au personnel, sauf que le personnel n'a pas eu non plus. Mais peut-être que ça va changer quand ils vont fêter le siècle. Moi, je voulais simplement dire une phrase pour terminer, qui est une phrase de Christian Montaigne, et qui parle de la fondation et de la montagne. En effet, la montagne fait partie intégrante de l'identité de la fondation. C'est là-haut, sur le plateau d'Assy, que tout a commencé. C'est là, aujourd'hui, au cœur des paysages alpins, que tout continue, là où la fondation déploie ses activités. Derrière ce nom, Alia, le nouveau nom, il y a une autre ambition, que la fondation poursuit sans relâche, depuis ses prémices, et à laquelle elle ne saurait renoncer, l'envie d'aller toujours plus loin et toujours plus haut.
tous ces livres ont été écrits à l'intention de tous ces hommes et ces femmes qui ont cru à la guérison. Et ils ont été écrits également comme étant des remèdes contre l'oubli, l'oubli de ces victimes qui ont été fauchées dans l'innocence de leur enfance, et à tous ces hommes et ces femmes qui les accompagnaient dans la nuit du 16 avril 1970, qui les accompagnaient avec un engagement sans relâche et sans faille au service des autres. Alors aujourd'hui, beaucoup de sanatoriums sont reconvertis, certains sont en friche, d'autres sont en devenir d'une autre activité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'ombre de ces pierres sauvages, des âmes continuent d'entretenir le mystère d'Assy. Voilà, je vous remercie de votre attention. Attendez, je voudrais rendre hommage à Tristan Gaston Breton qui n'est pas là. C'est la fin de son épilogue. Il est en tout cas une chose qui n'a pas changé. Les valeurs qui guident la fondation, primauté et respect de la personne, solidarité et partage, refus de toute forme de discrimination, excellence médicale au service de tous. Profondément humaniste, des valeurs reflètent assurément les engagements initiaux des créateurs des VSHA. Elles doivent également beaucoup à l'isolement qui pendant longtemps caractérisa le plateau d'Assy et qui favorisa l'épanouissement d'une communauté unie par des liens très forts et des exigences médicales spécifiques. Mais, fait remarquable, ces valeurs ont perduré au fil du temps, imprégnant les projets de reconversion, inspirant ensuite la descente dans la vallée, puis les projets les plus récents, continuant de guider jour après jour médecins et personnel. Ces valeurs sont l'ADN des VSHA, le fil rouge de ces développements passés, actuels et à venir. Nul doute que la Fondation leur reste à jamais fidèle.